Bonjour Sébastien. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Très bien, on vient de voir un très bon film. On sort de la projection de l'Ascension de Skywalker à Paris et aujourd'hui si on fait un Star Wars en direct express en extérieur encore une nouvelle fois. Ouais, et on s'excuse pour les bruits de vent, c'est qu'on a testé les bars, les restaurants, n'importe quoi, les parcs, c'est toujours la même merde à Paris. Voilà, en fait il y a les grèves à Paris en ce moment, en fait on peut pas rentrer chez nous parce que Sylvain habite très loin, moi j'ai une deuxième projection du film tout à l'heure, en fait donc techniquement on peut pas rentrer chez nous, se poser dans un endroit calme, donc on s'excuse du bordel qu'il va y avoir sur la bande. Voilà. Mais on peut pas faire autrement. Mais revenons au sujet. On sort de la projection du film, du coup. Je sais pas toi, mais moi j'ai eu un peu de mal à me coucher cette nuit parce que c'était. Moi j'ai dormi. Je me suis couché tôt parce que je devais me lever tôt et j'ai dormi par intermittence d'à peu près 3/4 d'heure entre 21h30 et 4h30 du matin. Voilà. Et on va vous faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler un peu plus rapide en fin d'émission pour vous dire un peu notre ressenti sur ce film. Alors toi Sylvain, qu'est-ce que t'as pensé? J'ai grave kiffé sa race. C'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à J.J. Abrams, par rapport aussi à ce qui avait été fait sur les derniers Jedi, qui forcément a cassé la communauté en deux. Donc j'avais une énorme appréhension sur ce qui allait se faire et j'ai pris mon pied à un ou deux détails près, mais c'est une très très belle conclusion à la saga Skywalker. Moi à chaud je sais pas encore si je le préfère ou pas au Réveil de la Force par rapport à la nouvelle à l'ère Disney. En tout cas c'est sûr c'est que je le préfère au dernier Jedi, même si je suis pas un hater des derniers Jedi, je le trouve pas parfait du tout ce film, mais là on sent bien que J.J. Abrams a voulu fédérer la communauté et on en reparlera plus précisément en spoiler, mais il y a certaines scènes où c'est un règlement de compte entre deux réalisateurs et il y a même une scène en particulier, une réplique en particulier de Luke, c'est juste un énorme doigt d'honneur à Rian Johnson. Ouais, on avait règlement de compte à OK Corral, là on a un règlement de compte à Hollywood parce que effectivement Abrams répond des fois point par point sur certaines choses qui ont été faites dans les derniers Jedi. Et quand certains ne me croient pas quand je disais que Abrams l'avait mauvaise de ne pas faire une trilogie, de ne pas faire tous les films, ce film confirme que j'ai raison. Il l'a eu mauvaise, il règle ses comptes avec Johnson. Et voilà, bon. C'est fait d'une façon que ça passe très bien dans le film. Ça passe très bien dans le film, mais c'est pas subtil du tout. C'est vraiment, il y a une scène, c'est vraiment un doigt d'honneur cinématographique à Rian Johnson. Je ne peux pas dire ça autrement. C'est clairement ça. Et je pense que c'est une scène que toutes les personnes qui ont été déçues d'une scène en particulier des derniers Jedi, quand ils vont voir cette scène-là, ils vont dire mais merci J.J. Abrams, mais merci énormément. Voilà. Concernant le rythme du film, on pourrait vraiment le couper en deux parties, vraiment. Il y a la première heure qui est ultra rapide, épileptique, on a plein d'informations partout dans tous les sens, on change de planète en planète, on change littéralement de planète en planète même à un moment, mais c'est très très rapide, on a plein d'infos, un flot d'informations incroyable, ça va 300 à l'heure, j'ai l'impression que... C'est à l'image en fait de la première séquence où on voit nos héros qui sont... dans un vaisseau et qui font des bonds à travers l'hyperespace. Spoiler. C'est vrai que dans la première partie du film, si vous clignez des yeux, vous allez perdre des informations en fait. Ouais, mais c'est ça. Mais voilà, on sent que J.J. Abrams, il a peut-être voulu faire un film de 3 heures et que Disney lui a dit, en fait non, ça sera 2h15 grand max. Et ça se ressent parce que autant la deuxième partie du film est beaucoup plus posée, c'est un rythme à peu près normal, comme on l'a vu dans le Réveil de la Force et les derniers Jedi. Mais la première partie, c'est une course-poursuite dans tous les sens du terme et on navigue d'un endroit à l'autre, d'une info à l'autre. Il n'y a pas d'ellipse temporelle. Des fois, il y a des personnages qui se rejoignent. En fait, ils sont peut-être à l'autre bout de la galaxie, mais vraiment en 10 secondes, ils se retrouvent. Et c'est assez hallucinant, quoi.
Pour le rythme, c'est ça. Après, pour les personnages, je trouve que Rian Johnson avait apporté un truc vraiment bien par rapport à la relation entre Rey et Kylo Ren. Ils se voyaient ensemble sans être dans les mêmes endroits. Et J.J. Abrams a repris cette idée de Rian Johnson, comme quoi il y a des règlements de compte, mais aussi quand il y a des bonnes idées, il les récupère. Et il va encore plus loin que ce qu'on va pas spoiler forcément, mais regardez le Art of, ça en dit un peu tout. La couverture du Art of. C'est vrai qu'il réutilise ce concept-là de leur communication à travers la Force. Il va beaucoup plus loin. En allant plus loin. Il intègre aussi des pouvoirs typiques de jeux vidéo, on va l'appeler comme ça. Oui, mais il avait promis des nouveaux pouvoirs de la Force, mais effectivement il y a un nouveau pouvoir de la Force qui a une importance cruciale dans l'histoire. Ok. Pour les tatillons, ça fait, on en reparlera, mais pour les tatillons, ça fait vraiment un argument scénaristique du cinéma. J'avais besoin de ça, donc ta gueule, c'est magique. Je trouve que ce nouveau pouvoir-là, certains vont le prendre comme ça, à mon avis. Moi, ça m'a pas du tout choqué parce que justement. Moi non plus, il m'a pas choqué. Parce qu'il me semble logique, surtout de la part de la personne qui l'utilise. Et au-delà de ça, on l'a déjà vu dans l'univers étendu, dans les jeux vidéo, donc le voir dans un film, c'est pas du tout choquant. Je trouve ça même normal, quoi. Et on va peut-être attaquer la partie spoiler, parce qu'on a. Je veux dire, on se pose beaucoup de questions sur qui était Snoke, qui sont les parents de Rey, comment Palpatine est revenu. On a une vraie réponse à une grosse partie des questions. Il y a une question qui reste un peu encore mystérieuse. Certaines restent en suspens quand même. Mais on nous laisse des pistes. Ouais. Voilà. Il y a eu un truc qui est vraiment pas vraiment expliqué, mais il y a des personnages qui lancent des phrases et ça pourrait lancer des pistes pour l'univers étendu. Mais il n'y a aucun élément où c'est débrouillez-vous avec ça, c'est comme ça. Voilà. On attaque la partie spoiler. Ouais. Mais sinon, un avis général sur le film, du coup. Moi je te dis, j'ai adoré un ou deux détails. Je le préfère, c'est mon numéro préféré de la postologie. Comme on dit, on a essayé tout à l'heure de se faire un classement, mais même avec d'autres collègues d'autres sites, on a essayé de commencer à se faire un classement. On n'arrive pas trop encore à le placer. On est trop à chaud là. Ouais, on est trop à chaud. Je pense que ça mérite un ou deux autres visionnages à jeun, on va dire, pour se le faire. C'est vrai que l'excitation, elle était importante. Moi, la dernière demi-heure dans la salle de ciné à attendre les gens, je tenais plus en place. Ouais. Après moi, il y a, on sent vraiment qu'ils ont voulu s'excuser de l'épisode 8, vraiment. Et là, je pense vraiment que ça va pas réunir forcément tous les fans, mais la volonté est là. Et je reviens, qu'on en parlera encore en spoiler, mais il y a certains effets spéciaux qui m'ont un peu déçu. Pour du Star Wars, je m'attendais à ce que tout soit parfait. Je suis un peu déçu d'une certaine scène qui implique deux personnages. Je pense qu'on pense la même. Alors moi, comme je disais, pour les derniers Jedi, c'était vraiment la scène de fin où Rey bouge les cailloux que je trouvais vraiment immonde et pas digne. Là, à part un seul élément dans cette scène, avec ces deux personnages, qui je trouve est moche, tout le reste c'est de très haute volée, quoi. C'est parfois un peu trop sombre, mais comme c'est lié à certaines ambiances, à certaines planètes, on va dire, ça se justifie. Ouais. Et pour aussi faire un mot sur Carrie Fisher, moi l'impression que j'ai eue, c'est qu'ils ont vraiment fait les fonds de tiroir des rushs qu'ils avaient avec elle, des répliques qu'elle prononce pour faire le film, en fait, parce que généralement elle dit plus les informations sont plus données par les autres protagonistes, elle est là pour les confirmer ou les infirmer plus qu'autre chose, en fait. C'est ça, parce que ça se sent que c'est des petits bouts, des phrases pas incomplètes, mais tu sens qu'elle sort une phrase un peu bidon, oui. un peu bateau. Là, c'est des petits bouts, et puis j'ai toujours le truc du chant contre chant. Du chant contre chant, je suis persuadé qu'il y a plein de contre-chants. C'est fait, donc quand on voit la personne avec qui elle parle, c'est fait avec des doublures. Ah mais ça c'est sûr, c'était confirmé ça. En fait ils ont juste incrusté numériquement son visage, mais c'est une doublure qui fait le corps parce qu'elle a pas le même costume. Mais je sais comment il y a une réplique où elle dit on en parlera à ton retour, et en fait je me suis dit en fait ça elle l'a dit à Han Solo dans le Réveil de la Force. C'est une scène coupée de Réveil de la Force où elle dit Han Solo on en parlera à ton retour, et là elle le dit à un autre personnage, et il y a plein de manières comme ça où j'ai tiqué, quoi. Oui, c'est vrai. Après, il est arrivé ce qu'il est arrivé, donc ils ont dû débrouiller. Ils se sont bien débrouillés, voilà. Mais du coup, elle a pas un rôle aussi important que ce qu'on aurait pu penser, quoi. C'est ça. C'est plus un rôle
finalement assez basique, assez plan-plan. C'est pas un rôle central comme beaucoup l'espéraient. Mais c'est central dans l'histoire, mais c'est pas central en temps d'écran. Voilà, dans la mise en scène, oui, non, c'est pas du tout. Tu sens qu'ils ont dû faire avec ce qui est arrivé, donc le décès de Carrie Fisher. Et allez, à 95%, c'est quand même très très bien réussi, quoi. Voilà. Et puis ça conclut pour moi parfaitement la saga. Il n'y a pas besoin de suite à ce film-là. Effectivement, la porte est ouverte. Peut très bien y avoir une suite, hein. Mais l'histoire des Skywalker et l'histoire des Skywalker qui combattent un peu les Palpatines est bouclée pour de bon. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Et ben, on spoil. Ouais, on va attaquer la partie spoiler. 1, 2, 3. Han Solo est de retour. Et puis, pour faire simple, si vous avez suivi toutes nos émissions sur les leaks, si vous avez suivi tous les leaks, vous connaissez le film. Allez, 97% du film. C'est simple, hein. En fait, moi, j'ai eu que 3 surprises dans le film. John Williams fait un caméo. Ouais. C'est le barman sur Kim Jimmy. Snap Wexley meurt. Et il y a un autre truc que je savais pas. Mais pour dire... Non, je sais même plus. Ouais, je sais plus. Moi, en parlant des caméos, je pense qu'il y en a un d'Anthony Daniels. J'ai tilté sur l'un des pilotes. À un moment, j'ai l'impression que c'est eu juste avant qu'ils font péter dans la bataille finale, ils font péter l'un des Destroy. J'ai cru reconnaître l'un des pilotes en tant qu'Anthony Daniels. Ah, peut-être, c'est pas impossible. Bon, sinon, alors on peut aller dans le vif du spoiler. Vous vous souvenez de cette scène des derniers Jedi où Luke prend ce sabre laser et le balance et que beaucoup de fans ont eu les poils qui sont hérissés en voyant ça? Et ben, la première réplique de Luke, c'est Rey, effectivement, lance le sabre laser pour le balance au feu. Ouais. Balancé dans le feu. Le fantôme de Luke rattrape le sabre laser et dit clairement: mais comment ça, on ne maltraite pas une arme aussi noble de Jedi? Et c'est vraiment un doigt d'honneur. C'est ça. Il y a quelques scènes, dont celle-là, c'est un doigt d'honneur de Gigi à Ryan, clairement. Déjà, en fait, on voyait déjà que Rian Johnson avait brisé en deux le sabre laser de Luke. Il est réparé. Il avait brisé en 1000 morceaux le casque de Kylo Ren. Il le réassemble. Il le réassemble par un chimpanzé. D'ailleurs, c'est un chimpanzé à lunettes qui répare je rigole pas, c'est même pas un alien, c'est un chimpanzé qui répare le casque de Kylo Ren. Ils lui ont juste mis des prothèses d'oreilles pointues, mais c'est un singe. C'est ça. Vous voulez prendre ça, mais c'est clairement un doigt d'honneur. Il n'y a pas autre chose. C'est un règlement de compte entre deux réalisateurs qui transparaît sur plusieurs scènes. Ouais. On est désolé, il y a les pompiers qui passent à côté, mais on n'est pas maître de la circulation parisienne, donc on s'excuse encore du son. Sinon, la scène avec Han Solo, parce qu'il faut qu'on en parle un peu. Bah oui, hein, le retour de Han, donc... étant à quelques places de Sébastien, on a entendu son cœur s'arrêter, le petit mouchoir partir. Alors pour la petite anecdote, on était au courant depuis le mois d'août que Han Solo était de retour dans cette scène-là. En fait, il devait, après le duel entre Rey et Kylo Ren, donc Kylo Ren est gravement blessé, Rey le soigne avant de partir, et du coup il a une apparition d'Han Solo qui est en fait un parallèle par rapport à la scène où il se fait tuer dans l'épisode 7, mais sauf que cette fois-ci ça se termine bien, parce qu'Han Solo est là pour lui dire je te pardonne, il y a encore temps pour toi de faire quelque chose de bien et tout, et puis quand Kylo Ren est sur le point de lui dire je t'aime, Han Solo lui fait je sais, et c'est la dernière réplique d'Han Solo, c'est je sais dans la saga, et je trouve ça génial, et je trouve ça au-delà de ça génial que pour conclure la saga Skywalker on ait vraiment fait revenir tous les personnages, et j'ai eu un petit coup de flip juste avant d'entrer en salle, parce qu'en fait il y a, je le salue au passage, Alexandre Lenord de Génération Star Wars et Science Fiction, qui m'a dit juste avant que je rentre dans la salle, est-ce que tu pourras me confirmer le leak qui vient de tomber, c'est pas Han Solo qui apparaîtrait à Ben, c'est Anakin. Et là j'étais en mode quoi? Ah oui, et puis Anakin n'apparaît pas à aucun moment, il apparaît vocalement comme d'autres Ça c'est dommage parce qu'en fait autant je suis ravi que ce soit Han Solo et pas Anakin qui cette scène là, mais Anakin il y a une scène à la fin où là Rey entend les voix de tous les Jedi, donc il y a la voix d'Anakin, il y a la voix de Qui-Gon Jinn, je suis pas sûr, mais Yoda, Ahsoka.
Enfin, ils sont tous listés à la fin du générique, donc en fait, on pourra après facilement retrouver qui était là. Mais on pouvait faire apparaître Anakin en fantôme à ce moment-là. C'est ça, surtout. Les seuls fantômes qu'on voit, c'est à la toute fin. Donc déjà, on le voit quand Rey revient sur Ahch-To, c'est Luke. Et ensuite, les seuls fantômes qu'on voit, qui sont là, bizarrement, c'est des fantômes tout blancs et ils n'ont pas d'aura bleue. Alors, je sais pas si ça veut dire. Mais sur Ahch-To, Luke a vraiment une aura bleue. Ouais, Luke a une aura bleue sur Ahch-To, mais à la toute fin du film, sur Tatooine, devant la maison des Lars, où Rey Skywalker, puisqu'elle prend ce nom de famille-là, enterre les sabres de Anakin et de Leia. Enterre, et c'est là où on voit les deux seuls fantômes Jedi. On voit comme Luke toute une scène en fantôme, je suis pas trop d'accord avec toi. Ah oui, mais on aurait pu. Les seuls fantômes. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est que je pense que le fantôme d'Anakin ça aurait pas été du luxe, et le fantôme de Ben Solo aussi à la fin, parce que quand il y a cette scène où justement à la fin Rey est morte et Ben Solo qu'on croyait mort revient la ressusciter. En fait, il lui transfère son énergie de vie. Et du coup, il y a un laps de temps où les deux sont encore éveillés. Et là, attention, il y a le gros bisou. Et que moi, c'est pas que ça me choque, c'est je trouve que ça n'a rien à faire là. J'ai jamais vu la relation entre Kylo ou Ben et Rey comme une attirance sexuelle, une attirance du pouvoir. Je les voyais plus comme des faux jumeaux qui se reconnaissent, ou un frère et une sœur, pas comme des futurs amants potentiels. Et pour moi, il n'y a pas d'attirance sexuelle. Donc le petit bisou final entre les deux, j'aurais limite carrément préféré que les deux là s'embrassent, en fait, sortir. Non, en fait, ça fait bizarre. Moi, je suis en total désaccord avec toi, parce que, comme le dit ma femme, il y a une tension sexuelle entre les deux depuis l'épisode 7, et tu sens qu'ils ont envie de l'un de l'autre, mais vraiment. Et moi, c'était la fin logique qui s'embrasse. Et c'est d'abord, je pensais que ce serait Kylo qui embrasserait, mais en fait c'est Rey qui embrasse Kylo, et ça m'a pas étonné. Et donc non, c'est pas Kylo, c'est Ben Solo à ce moment-là. Oui, et j'ai trouvé ça bien qu'il disparaisse dans la Force. Se dire qu'en fait voilà, il va rejoindre la Force, les Jedi, mais ça aurait été pas mal du coup de le voir en fantôme aussi à la fin. Ouais. Et puis on va en parler quand même dedans, ce que je disais un peu avant, ce pouvoir ta gueule c'est magique, c'est ça, c'est ce transfert d'essence vital que Palpatine en plus utilise pour se régénérer. Il vole l'énergie de Rey et de Ben. Rey réussit, utilise ce pouvoir. C'est vrai que certains, quand je dis que c'est typiquement des jeux vidéo, parce que dans plein de jeux vidéo, t'attends 30 secondes après t'être fait toucher, ton énergie revient. Et là ça m'y a fait penser tout seul, tout de suite. Et là, elle l'utilise, Ben l'utilise, Palpatine l'utilise, mais je suis sûr que certains vont dire: mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? C'est un ta gueule, c'est magique, on avait besoin que machin il récupère du... Alors, moi, ça ne me choque pas, parce que c'est la force et les pouvoirs. Pour moi, il y a toujours des trucs qu'on n'a pas vus, qu'on ne verra pas. Et je trouve que finalement, c'est une bonne idée. On n'arrête pas aussi de te dire la force vitale, tout ça, que tu puisses guérir de tes blessures. En plus, si je dis pas de bêtises, finalement, plusieurs fois dans l'ancien univers étendu, dans les romans surtout, les mecs te disent que les Jedi ou les Sith arrivent à guérir leurs blessures. Je me rappelle typiquement dans le comics la balade de Jango Fett. Pour ceux qui l'ont lu, Jango en fait utilise dans son armure des spores toxiques pour contaminer Dooku. Et Dooku, à un moment dans la BD, te dit que ah oui, je l'ai senti, mais bon, je l'ai guéri avec la force, votre truc là. Oui, mais c'est pas choquant ce pouvoir. Voilà. Et tu parlais juste de Palpatine, ça me faisait penser à une belle référence à l'épisode 3, parce qu'une des premières phrases de Palpatine, c'est quand il dit à Kylo Ren le pouvoir des Sith est quelque chose que qualifierait les Jedi comme unnatural. Ouais, c'est la même réplique que dans l'épisode 3 à Kylo Ren. Et je sais pas toi, mais moi je l'ai terminé la phrase quand je l'ai entendue. Et on s'est tous regardés à ce moment-là en disant mais c'est génial. Moi je voulais faire un petit mot sur les chevaliers de Ren et les Sith Troopers qui grosso modo ne servent à rien. Comme Rose. Voilà, oui, alors attends, voilà. Les Sith Troopers, en fait, c'est juste les Stormtroopers qu'on voit à la fin, mais ils sont ni plus puissants ni rien, ils sont juste rouges. Ils ont juste une nouvelle armure rouge. Voilà, c'est juste les Stormtroopers de la flotte Sith, quoi, basta. Du dernier ordre, parce que. Oui, de l'ordre final. Ouais, de l'ordre final.
Et les Chevaliers de Ren, en fait, à chaque fois qu'on se dit ils vont entrer en action, ellipse temporelle, et en fait on voit pas ce qu'ils ont fait. Et le seul moment où on les voit, c'est pour se faire juste déglinguer la gueule par Ben Solo à la fin, et encore c'est très rapide. Hein. Et c'est quasiment, il commence le combat à main nue. Et dès qu'il récupère, ou il se fait quand même bien démonter, dès qu'il prend son sabre, il les démonte en 2-2, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a juste une phrase de Stormtrooper qui disent les Chevaliers de Ren, ce sont des spectres maléfiques. Et voilà, on n'en sait pas plus sur c'est un peu dommage, ils auraient pu être mieux exploités. Ensuite, je voulais aussi parler de Poe Dameron, qui a un rôle vraiment central dans le film, beaucoup plus que dans les deux autres. Et ça m'a fait vraiment plaisir de le voir piloter le Faucon Millennium, parce que c'est censé être, depuis la mort de Han et Luke, le meilleur pilote de la galaxie. Et là, franchement, on le voit faire des prouesses avec le Faucon, et on le voit faire des choses avec le Faucon. Il passe de planète en vitesse lumière, et c'est vraiment quelque chose. Voilà, à chaque saut en vitesse lumière, on atterrit sur l'atmosphère d'une nouvelle planète, et je trouve ça génial. C'est hyper original, on n'a jamais vu ça. Si je dis pas de bêtises, il repasse par Bespin en plus à un moment. Ça ressemble un peu à Bespin, je suis pas sûr, mais en tout cas Bespin, on revoit Bespin à la fin, parce qu'en fait on revoit un peu, il y a une sorte de célébration. C'est pas des célébrations sur toutes les planètes, c'est on voit les Star Destroyers du Final Order se détruire un peu partout. Donc on le voit se faire détruire au-dessus d'Endor avec les Ewoks, avec Wicket, sur Bespin derrière les Cité des Nuages. Et là c'est juste, ça m'a fait super rire, c'est sur Jakku, il y a le plan de l'épave du Star Destroyer, et il y en a un autre avec le X-Wing de la carcasse, et il y a une nouvelle carcasse qui arrive bientôt juste derrière. Et ça m'a vraiment fait rire, c'est vraiment rigolo, quoi. On accumule les tas. Ah oui, et puis moi il y a un truc aussi qui m'a impressionné, c'est vrai que assez peu souvent en fait dans les Star Wars t'as la taille de l'armée, la taille du, tu sais pas réellement combien d'armées de clones tu as, combien de vaisseaux. Et là on te dit à un moment quand l'armée Sith, les Sith Destroyers, on va les appeler comme ça, qui sont cachés avec Palpatine, reprennent vie et s'intègrent en fait au Premier Ordre. On te dit carrément qu'il y a, quand l'armée des Sith rejoint celle du Premier Ordre, avec ça, ils ont multiplié leur effectif par 10 000. Ouais, c'est ça. Donc, alors, je sais pas combien ils sont, mais ça fait beaucoup quand même. En tout cas, avec les Sith, on voit aussi Palpatine dans une arène où il y a des milliers de fanatiques Sith, et il y a ces statues immenses et tout, de Palpatine. Et en fait, J.J. Abrams a alimenter la mythologie Star Wars avec les sites anciens et tout, mais d'une manière géniale. Je veux dire, il donne du matériel pour l'univers étendu à venir qui est fantastique. Il y a plein de choses à explorer. C'est même assez paradoxal parce qu'on en sait suffisamment, mais pas assez. On a plein de trucs. Palpatine nous dit, et Leia aussi nous dit que les Sith ont toujours maîtrisé l'art de la résurrection, de la magie, de la sorcellerie. Et Palpatine te dit qu'il n'est pas juste Palpatine, mais il est tous les Sith qui ont déjà existé avant. Et je trouve que c'est un concept génial. Palpatine te dit que quand Rey va la tuer, il va parce que c'est ça son plan, on va faire venir Rey, l'énerver pour qu'elle le tue. Il sait faire venir Rey et Kylo Ren. Kylo Ren, ouais. Et que Rey, en fait, puisse servir de réceptacle à l'essence de Palpatine et donc à tous les Sith qui sont venus avant. Et je trouve que c'est absolument génial comme concept. Parce que tu peux faire des kilomètres et des kilomètres de bouquins de comics ou de n'importe quoi d'autre sur ce concept-là. Refaire une histoire des Sith rien qu'à partir de ça. Et oui, on n'a pas l'explication du pourquoi, du comment réellement l'empereur n'est pas totalement mort. Mais il est quand même dans un sacré état, donc on se dit que c'est pas il s'est pas levé, il est pas sorti du puits dans l'explosion. En fait je suis pas mort. Non, il est vraiment dans un sale état. Il est aveugle, et il a les yeux tout blancs. Et il y a un truc c'est pour le maquillage là que ça m'a un peu énervé, c'est qu'en fait normalement Palpatine a une espèce de grosse cicatrice sur le front là qu'il n'a pas dans le film. Je crois qu'il l'a en fait quand il se régénère. Mais c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, il y a vraiment deux phases. On le voit en mode on le voit mourant mais parlant. Et quand il récupère l'énergie de Kylo et de Ben, il se régénère et il redevient un peu le Palpatine qu'on avait. Dans l'épisode, il est en rouge, comme dans l'épisode 3, quoi. Ouais. Voilà. C'est un peu le look de l'épisode 3 après. Il a ses yeux, les yeux jaunes des Sith, ses doigts repoussent. C'est qu'il a pas, parce qu'il a des doigts en moins, il repousse littéralement. Et il a même pas les yeux jaunes, il a les yeux jaunes fluo qui brillent dans le noir, quoi. Ah oui, ça doit être pratique pour jouer à cache-cache.
cache ça. Et là, il est mort pour de bon. Hein. Là, il se fait désintégrer visuellement et tout. Là, il peut pas revenir. Ah oui, et puis moi j'ai trouvé ça assez cool finalement, même si c'est dit tu con, le mec il est quand même, comme d'hab, il se reprend ses éclairs dans la gueule, il sent qu'il est en train d'être détruit, bah arrête de t'électrifier connard. Et alors là on parle, mais il y a un truc hyper important dont on n'a pas parlé, Ray Palpatine du coup, t'es pas content que ce soit... Bah, comme j'avais lu les leaks, je m'y attendais, content pas content, en fait, vu son histoire personnelle, je m'en fiche un peu parce qu'elle a jamais montré qu'elle basculait. Et puis tout le film te raconte en fait que c'est pas parce que c'est la petite fille donc de Palpatine, puisque c'est son père qui était le fils donc c'est le père de Rey qui était le fils de Palpatine. À aucun moment elle ne donne l'impression d'être pilotée par le côté obscur, même si elle a des crises de colère, mais je trouve que c'est normal pour un être humain normal d'avoir des crises de colère. Donc ça m'a ni choqué, ni troublé, ni embêté. Je trouve que ouais, c'est un concept bien, et puis c'est le fait qu'elle ne sombre pas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elle sombre à un moment, mais elle se contrôle après quoi. Quand elle poignarde Kylo Ren. Voilà, et encore, elle arrive, moi je prends ça, elle arrive à le poignarder parce que Ben sent sa mère mourir surtout. Oui. Donc lui relâche totalement le truc. Au moment où Kylo Ren est en train de redevenir bon pour devenir Ben Solo pour de bon, ben c'est Rey qui bascule du côté obscur un peu à ce moment-là, et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Comme quoi ils se complètent vraiment. Voilà. Et puis en plus c'est dit plusieurs fois qu'il y a un lien qui les unit les deux là, qu'ils se complètent. Et même Palpatine finalement s'en rend compte juste avant de mourir. Et même ça, je trouve que c'est un concept très intéressant. Donc voilà, il n'y a pas de dessiné parce que c'est une Palpatine où lui est un Skywalker. Donc je trouve ça très cool. Bah écoute, je pense qu'on pourrait parler du film encore pendant des heures parce qu'il est tellement dense et puis il faut qu'on le revoie et tout. Mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. Voilà. Ben voilà, moi j'espère vraiment que ça va être le film qui va réconcilier les fans. J'espère moi aussi. Normalement, il n'y a plus de raison qu'on se tape sur la gueule là. Ce que vous avez pas aimé dans le 8, c'est réparé. Donc voilà. Donc franchement, profitons de ce dernier Star Wars. Il y a le casting de la prélogie, de la trilogie originale et de la postologie dedans. C'est une vraie conclusion à la saga. Le plan final magnifique avec le coucher des deux. Ça s'arrête là où ça avait commencé il y a 40 ans. Voilà. Et ben ce sera le mot de la fin, je pense. Ouais. Ah ben on va vous laisser là. À vous les studios. Bisous à tout le monde et à la prochaine. Salut.